Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Eurecom. Eurecom, la grande école du numérique à vocation internationale. Et pour citer son directeur, bienvenue à Eurecom, l'un des établissements d'enseignement et de recherche les plus dynamiques d'Europe. Le directeur de Eurecom, on a aussi le plaisir, l'honneur de l'avoir sur ce plateau. C'est David Jesbert avec deux de ses étudiants, Sarah Saoud, élève de première année, et Benjamin Salon, élève de troisième année. Ils sont tous les trois là pour répondre à mes questions. Mais avant cela, on commence tout de suite avec le traditionnel pitch. Le pitch, c'est vous, David, qui allez nous présenter Eurecom dans les grandes lignes en 60 secondes. Est-ce que vous êtes prêt à relever ce défi, David? Je suis prêt. Eh bien, je vous écoute. Alors, Eurecom, c'est une grande école d'ingénieurs qui forme des spécialistes du numérique depuis déjà une trentaine d'années. Elle était connue par le passé sous l'appellation de Télécom Paris Cursus Sophia et elle apparaît maintenant au concours Mines Télécom. Si tu intègres Eurecom, tu deviendras un spécialiste en IA, en cybersécurité et dans les réseaux et tu pourras utiliser tes compétences pour relever les grands défis sociétaux de demain. Si tu ne connais pas Eurecom, rassure-toi, les entreprises, elles, nous connaissent parfaitement. Cette année, l'école a été classée deuxième au classement international de Shanghai dans la catégorie télécom pour la France. Et ça, c'est grâce aux chercheurs talentueux et aussi à une soixantaine de partenariats industriels qui existent à l'école. Eurecom, c'est aussi 2/3 des professeurs et 2/3 des élèves qui sont internationaux, qui proviennent des meilleures universités européennes. Ça veut dire que tous les cours sont en anglais, avec une ambiance multiculturelle absolument incroyable, sur un beau campus très récent, à Sophia Antipolis, dans une région magnifique entre Nice et Cannes. Voilà, je vous dis à bientôt et bienvenue à la rentrée 2023. 60 secondes tout pile, c'est un pitch parfait. Merci beaucoup, David. Et alors, bien sûr, tous les points que vous avez abordés, nous, on va découvrir ça à travers les différentes rubriques. Et la première, c'est le programme. L'an dernier, David, Eurecom faisait son entrée au concours Mines Télécom. Est-ce que vous avez observé une différence dans la composition des étudiants, dans leur profil, dans justement la composition des étudiants de la nouvelle promo? Déjà, on est super content d'accueillir cette nouvelle promotion. On a accueilli une quarantaine d'étudiants. Ce sont les étudiants qui arrivent directement depuis la prépa. Dans le passé, on accueillait des étudiants de Télécom Paris, d'IMT Atlantique et de Télécom Sud Paris qui faisaient déjà une année d'école d'ingénieur sur Paris et qui venaient à Eurecom ensuite. Là, ils arrivent directement depuis la prépa. Donc, ce sont des élèves qui sont vraiment enthousiasmants, on les sent vraiment très curieux et désireux de découvrir ce campus international avec aussi assez proche des besoins du marché de l'emploi sur Sophia Antipolis. Et là, en discutant avec eux, je vois qu'ils sont ils ont l'air contents en tout cas de leur premier mois. Donc moi, je suis assez ravi. Sarah, est-ce que tu es contente de ton premier mois, de tes premiers mois? Je suis très contente de mes premiers mois. On est la première génération à commencer le cursus, faire le cursus en 3 ans à Eurecom. Et puis, ouais, on a été courageux, curieux et ça paye, et ça va payer, je le sens. Alors, quels sont les points forts, peut-être pour rentrer plus dans le détail, de Eurecom qui t'ont donné envie de choisir cette école après les oraux, par exemple? Alors, moi, j'étais sûre de vouloir faire de l'informatique. Et puis, en avançant dans mes recherches, plus je grattais, plus je tombais sur des informations attrayantes concernant Eurecom. Déjà, le fait que le cursus soit en anglais complètement, la position géographique, le sud de la France, et puis la dimension internationale. Qu'on soit 30% de Français, qu'on rencontre un peu des gens du monde entier. Très bien, c'est très clair. David, quelles sont les nouveautés, ou je ne sais pas forcément si c'est le bon mot de nouveauté, mais les différents éléments dont ont bénéficié l'ensemble des étudiants de cette promo et de cet avenir? Ce qui est un petit peu peut-être différenciant par rapport à ce qu'offrent les autres écoles d'ingénieurs, c'est déjà, Sarah l'a dit, c'est l'aspect international. Donc ils se retrouvent sur un campus avec 2/3 d'élèves qui proviennent de toute l'Europe et d'ailleurs. L'enseignement en anglais, je pense que ça c'est quelque chose d'assez différent qu'on offre. Et puis aussi, on a quelque chose qui est un peu remarquable sur la première année, qui est le travail par projet. Donc il y a des cours de base sur les enseignements proches des filières qu'on enseigne, mais il y a aussi directement une exposition au travail en projet. On leur donne
un projet alors, informatique, robotique, intelligence artificielle. Ils doivent réaliser un projet pour aider les personnes qui ont un handicap visuel à pouvoir se naviguer sur le campus en programmant un mini-ordinateur. Et donc, ça demande des compétences. Ils sont obligés de travailler en groupe, d'aller chercher les compétences chez les profs qui donnent les cours de première année. Ça c'est un élément assez différenciant, je pense, intéressant. Alors, David nous en parlait, Benjamin, alors, indirectement, des choix que vous allez devoir faire, un parcours personnalisé que tu as sûrement dû traverser, puisque tu es en 3e année. Il y a un proverbe allemand qui dit « Celui qui a le choix a aussi le tourment ». Et je me demandais, Benjamin, comment l'école vous aide à sortir de la tourmente du choix? Comment est-ce qu'on t'a aidé, justement? Est-ce que tu peux nous raconter d'abord les différents choix que tu as dû faire? Et comment, à chaque étape, l'école t'a tenu la main, t'a aidé, t'a permis de faire le bon choix, d'une certaine manière? Ok, alors moi j'ai bénéficié du cursus Sophia, donc j'ai fait ma première année à Télécom Sud Paris et mes 2 dernières années, mes années de master à Eurecom. En arrivant à Eurecom, en fait, on choisit une filière parmi les 4 majeurs de l'école, Data Science, Cybersécurité, IoT et réseau système embarqué. Moi j'avais choisi Data Science et en fait quand on choisit la filière, c'est-à-dire qu'on a quelques cours obligatoires pour la cohérence du parcours. Et à côté de ça, donc nos cours obligatoires de notre filière, et on a pour compléter les crédits ECTS, on peut piocher des cours sur ce qui nous intéresse, ce qui va vraiment nous faire vibrer, sur quoi on veut s'ouvrir. Donc c'est ça pour les deux années de master. Et voilà. David, est-ce que vous complétez? Je crois qu'il y a 5 filiales maintenant. Je ne sais pas s'il y en a plus que 4, ou peut-être. Voilà, nous donner l'actualisation aussi de ce que Sarah va devoir faire, notamment ces différents choix qui vont être amenés à prendre. Oui, les choix, c'est ce qui a été décrit là. Et il faut savoir que ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de ne pas enseigner par silo. C'est-à-dire que les élèves qui vont passer de première à deuxième année vont pouvoir directement, tout de suite, commencer à mélanger un peu à la carte les différents enseignements. Donc, si Sarah veut faire une spécialité en cybersécurité, elle pourra le faire tout en ramenant des connaissances d'intelligence artificielle, des systèmes de communication, des réseaux de transport du futur, et faire un peu à la carte. Ça, c'est aussi quelque chose qui est apprécié par les étudiants. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est-à-dire que quand on arrive en 2e année, on n'a pas le choix de la filière n'est pas fait avant la 2e année. C'est-à-dire qu'il est fait au début de la 2e année. C'est-à-dire qu'on a le temps d'expérimenter, de voir les différents cours et de choisir en fonction de ce qu'on vit dans les cours et de vraiment choisir en fonction de ce qui nous intéresse le plus pratiquement. On parle beaucoup des dérives du numérique, dérives éthiques notamment. Comment est-ce que vous intégrez cette dimension dans vos cours? Alors je sais que vous nous avez parlé justement du Raspberry Pi, c'est le projet informatique pour aider justement les non-voyants, les malvoyants à pouvoir se repérer dans le campus. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça que Eurecom a à cœur de mettre en avant dans son enseignement et dans la transmission de ces valeurs? Oui, notamment dans les enseignements en IA, il y a tout un aspect sur ce qu'on appelle l'explicabilité de l'IA, l'interprétabilité, pour essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant des algorithmes, mais qu'on puisse vraiment les exploiter pour un bénéfice maximum pour la société. Et ça, c'est quelque chose qui transparaît dans les enseignements. On ne se limite pas aux aspects purement mathématiques. Sarah, je te voyais acquiescer, c'est important, dis-moi. Cet aspect éthique, il commence déjà dès les premiers mois à Eurecom, avec des cours où on nous parle du monde du travail, justement avec le projet Raspberry Pi, très inclusif pour les malvoyants. Un projet, d'ailleurs, en rebondissant sur ce qu'on disait plus tôt, quand on sort de prépa d'un monde très théorique, là, pouvoir consacrer presque 3 demi-journées par semaine sur un projet appliqué, c'est très satisfaisant. Très bien, merci beaucoup. Sarah, voilà, je ne sais pas si c'est un cliché, on va voir normalement les clichés, on dit que normalement il n'y a pas de filles en école d'ingénieur, alors Sarah est présente sur ce plateau, donc peut-être que c'est un cliché, on va voir si ça en fait partie, mais pour en être certain, découvrons tout de suite ça à travers cette rubrique qu'on a intitulée Les clichés. Les clichés, ce sont ces idées préconçues qu'on peut avoir, ces idées toutes faites. Sarah, comme j'ai parlé de toi dans mon annonce, je suis obligé de commencer par toi. Quel est le cliché dont tu veux nous parler? Un cliché très connu, c'est qu'en sciences et encore plus en informatique, il y aurait très peu de filles. Là, à Eurecom, on est 36% de filles. Il y a un vrai esprit de sororité que j'ai retrouvé durant ces premiers mois.
qui me fait très plaisir et qui me conforte dans ma décision. Voilà, ce que j'allais dire, comme on est quand même 3 hommes, une femme, on aurait pu dire, est-ce qu'on a pris la seule femme C'est d'Eurecom? ça. Non, c'est pas le cas, il y en a d'autres aussi, hein, c'est ce que tu confirmes. Exactement. Benjamin? Alors moi, mon cliché, ce sera sur l'anglais, parce que c'est un campus international, c'est un cursus international, on est toujours dans un environnement culturel riche, on parle tout le temps en anglais. On pourrait se dire, l'anglais, si je parle pas bien anglais, je vais être largué, je vais être perdu, je vais pas réussir à sociabiliser, tout ça. Bah, ça, c'est faux. C'est-à-dire que tout le monde parle anglais, certes, mais tout le monde parle son anglais, tout le monde se débrouille. Le but, c'est voilà, de pouvoir communiquer, etc. Et que si on n'est pas très à l'aise en anglais, on va le devenir très vite. C'est pas un problème, à force d'être avec les autres étudiants, tout va bien se passer. Donc, je voulais rassurer les étudiants qui auraient peur là-dessus. Pas de souci avec l'anglais. Alors Sarah, je te pose la question. Ouais. Toi, tu as commencé. Benjamin, ça fait déjà maintenant 3 ans. L'anglais, il maîtrise parfaitement. Il a eu le temps de discuter avec nous. Voilà. Et toi qui commences les débuts, comment ils se passent les débuts justement de cette dimension anglaise? Il a raison. On a ce cliché au début de se dire mais comment je vais faire pour sociabiliser en anglais? Et puis on s'étonne au fur et à mesure, on arrive à le faire, on arrive même à être drôle en anglais. C'est fou. Et ouais, non, c'est très vrai. Donc, Déjà, avec ces 2 premiers mois, on arrive à surpasser cette peur de parler en anglais. Et tu as senti que tu avais progressé peut-être aussi? Oui, c'est déjà progressé de ne plus avoir peur de se tromper et de parler en anglais. Donc oui. Très juste. David, votre cliché? Beaucoup de clichés auxquels on pourrait penser. Bien sûr. Un cliché qui me vient à l'esprit, c'est sur la localisation géographique. Les meilleures grandes écoles sont toutes à Paris. C'est vrai. Faux, archi faux. et Eurecom, c'est vraiment un très beau contre-exemple. Donc nous, on est situé dans le sud, sur la Côte d'Azur. Donc on pourrait dire les plages, le soleil, le ski. Oui, il y a tout ça. Mais en fait, on est aussi à Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, c'est une technopole. C'est une des plus grandes technopoles d'Europe. Hyper dynamique en termes d'emploi, laboratoire de recherche. Il y a beaucoup de laboratoires universitaires. On est à côté de l'INRIA, CNRS. On est vraiment à la pointe sur plusieurs domaines. Les biotechnologies, la fintech, les communications. Donc c'est vraiment un endroit hyper dynamique, puis en même temps qui offre la qualité de vie, je pense, pour les étudiants. Et au final, je pense que c'est quand même un ensemble, un bouquet assez sympa. Et voilà, quand on vient de Paris, je pense qu'il n'y aura aucun regret. Et j'ai pas de difficulté à le dire. Moi, j'ai étudié à Paris et je suis très content d'être là où je suis. Donc si je résume, hein, si nous ne sommes pas un homme, on peut aller étudier à Eurecom. Si on parle anglais ou si on ne maîtrise pas parfaitement l'anglais, dans un premier temps, attention, parce que ça viendra avec le temps, on peut aller à Eurecom, même si les cours sont en anglais, on arrivera même à être drôle en anglais. Et enfin, c'est pas parce que c'est pas à Paris qu'on peut pas avoir l'excellence académique et professionnelle qu'on peut retrouver dans la région parisienne. On a juste les avantages de ne pas être à Paris, sans les inconvénients. Ça, c'était pour les clichés. Maintenant, pour la vie étudiante et l'international qui est abordé avec la dimension anglaise notamment, c'est pour la rubrique suivante. Benjamin, l'international à Eurecom, c'est partout. Hein. Tu as des professeurs, les étudiants, passant par les échanges, des cours 100% en anglais, sans oublier les langues vivantes. Au quotidien, comment toi tu as vécu cette diversité et qu'est-ce que tu en retiens? Alors, moi, avant tout, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi. C'est vraiment une des raisons de choix d'Eurecom, de choix du cursus Sophia. Et j'en suis vraiment content. C'est-à-dire que je me sens vraiment riche de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, il y a 3 jours, j'ai fêté l'anniversaire de mon colocataire. J'ai invité des amis à la maison. Et on était 14. Et sur les 14, il y avait 5 ou 6 nationalités. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans ce bain culturel et on apprend beaucoup des autres, on découvre des cultures, on découvre des autres manières de vivre. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et c'est vraiment important et je suis vraiment content aujourd'hui. On casse les clichés sur les différentes nationalités qu'on peut avoir, j'ai de la même occasion, c'est ça? Ah oui, bien sûr. On casse les clichés, on apprend à découvrir. Et je vois en parlant avec des gens qui n'ont pas eu cette chance-là, on connaît les autres cultures, alors que d'autres gens ne connaîtront jamais et ne sauront jamais quelles sont les spécificités de chacun. David, je suis passé un peu rapidement sur justement toutes ces dimensions internationales que vous offrez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail pour chacune des dimensions que j'ai pu citer déjà et puis peut-être en rajouter d'autres peut-être? Oui, déjà je voudrais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Benjamin. Lui, il est étudiant, il voit l'aspect vie étudiant, c'est tout à fait normal, et l'aspect culturel. Mais moi, je connais aussi tout l'aspect stratégique qu'il y a derrière, et en termes de formation professionnelle, l'intérêt qu'il peut y avoir à être mixé sur un campus avec des gens de diverses nationalités. Je sais qu'en parlant avec nos contacts industriels, les gens qui bossent dans les ressources humaines,
Ça, c'est un profil qui est extrêmement recherché dans les entreprises, d'arriver à trouver des gens qui sont agiles intellectuellement, qui sont capables de s'adapter, à travailler en groupe avec des gens qui n'ont pas la même culture. C'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Donc, c'est aussi une ligne géniale, à mon avis, dans votre CV. Après, oui, c'est vraiment l'ADN de Eurecom. Il faut savoir que Eurecom, au départ, c'est un groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire que, oui, on est une grande école d'ingénieurs, mais on est aussi un groupement, une sorte de consortium de grandes universités européennes qui envoient leurs étudiants à Eurecom. Donc, on a des étudiants de Munich, de Suède, de Finlande, de Norvège, d'Italie, d'Autriche, qui viennent se mêler avec tous les étudiants de prépa qui arrivent des diverses régions françaises. Et ça, c'est un modèle, moi, je retrouve nulle part ailleurs. Même en Europe, je ne connais pas de modèle équivalent. Obligé de partir à l'international pendant un semestre, hein, un semestre d'études, un semestre de stage. Comment les accompagnez-vous dans cette démarche? Ça, c'est une réglementation donc, qui vient de la CTI, la Commission des titres de l'ingénieur. Donc, effectivement, chaque élève ingénieur a l'obligation de passer minimum un semestre à l'étranger. Et c'est vrai que pour nous, quelque part, c'est assez naturel. Parce que tous les partenariats qu'on a avec ces universités européennes, mais aussi au-delà, sont des gens avec qui on fait la recherche. On a des professeurs qui viennent de là, on envoie des doctorants. C'est vraiment hyper naturel ensuite pour nous de pouvoir envoyer des étudiants. Donc on a énormément de parcours de mobilité vers ces universités internationales et les étudiants en profitent beaucoup. Sarah, il y a une demi-journée par semaine, le jeudi après-midi, hein, qui est réservée aux activités sportives et culturelles. Donc vous n'avez pas simplement l'obligation d'aller étudier à l'étranger, hein, on vous oblige aussi à vous engager, à sympathiser les uns des autres et à faire autre chose que du numérique, si je comprends bien. Exactement. Et alors comment tu le vis? Comment ça se passe? Raconte-moi. Bon, bah déjà, comme je l'ai dit, on est dans un lieu privilégié, la Côte d'Azur, on a la plage. Donc, ça peut aller du beach volley à faire d'autres activités sportives en salle ou autre. Et comme il l'a dit, comme a dit Benjamin, c'est incroyable de pouvoir se mélanger avec autant de cultures différentes. Que ça soit dans la vie étudiante, mais aussi à l'école. Déjà, nous, en arrivant, j'ai pu faire des travaux pratiques avec un Italien, un Indien, une Norvégienne. C'est très enrichissant, surtout quand on est toute jeune comme moi et qu'on n'a pas encore voyagé. Donc ouais, c'est particulièrement enrichissant. Est-ce qu'il y a une association que tu souhaites intégrer déjà? Alors ouais, moi je faisais du volley-ball avant et je vais continuer. Et puis faire du beach volley vu que j'en ai l'occasion. Il n'y a pas de beach volley à Paris. C'est vrai. Ouais, et puis aussi dans la vie associative, je suis dans le nouveau BDE. Donc voilà, je suis secrétaire du nouveau BDE. Donc, et alors la fête à Eurecom, c'est comment? On sait faire la fête à Eurecom, ils savent faire la fête. Et puis on fait la fête avec des gens du monde entier et c'est incroyable. Ouais. Benjamin, à Eurecom, il y a beaucoup de formations et de possibilités. Le diplôme d'ingénieur, évidemment, dont on est en train de parler, mais aussi des ingénieurs spécialisés, des admis sur titre, des masters, des doctorats, des masters européens, des doubles diplômes. Comment toutes ces formations cohabitent? Est-ce qu'il y a une vie étudiante commune? Je dis ça, je ne t'ai pas posé la question parce que tu es en première année, ça fait peut-être quelques mois, alors tu as sûrement eu l'occasion de les rencontrer. Mais c'est vrai que toi qui as côtoyé toutes ces formations, est-ce que c'est des formations dans la formation ou est-ce qu'il y a vraiment une vie étudiante commune entre eux? C'est un enrichissement en plus de l'enrichissement international dont on a parlé jusqu'à présent. Alors, il y a une vie très commune entre ceux qui sont avant le master, avant la fin du master, c'est-à-dire que les étudiants comme moi qui étaient en cursus Sophia, les étudiants en première année aujourd'hui, les post-masters, etc., les doubles diplômes et les étudiants internationaux. Donc ça, on est vraiment tout le temps ensemble, il n'y a aucune différence. On est un peu plus éloigné des doctorants, bien qu'il y a des projets de recherche qui sont faits, des projets de semestre qui sont faits, où on travaille avec les doctorants, donc on se rapproche des doctorants, on voit des doctorants qui viennent faire la fête avec nous. Donc il y a cette mixité, à toutes les échelles. Quelles sont les qualités que tu préfères chez les professeurs que tu as pu rencontrer tout au long de ton parcours? Alors, les professeurs sont ultra compétents. C'est-à-dire que tous les professeurs sont chercheurs, tous, et chercheurs actifs dans leur domaine. C'est-à-dire qu'ils vont venir nous faire cours, et c'est-à-dire que si on ne comprend pas quelque chose sur le cours, on va venir poser une question. Et souvent, quand on vient poser une question au professeur, c'est hyper enrichissant, parce qu'il va répondre à notre question, mais aussi, il va souvent aller plus loin. Il va nous ouvrir plein d'ouvertures, plein de pistes sur lesquelles creuser notre question. Et c'est toujours très enrichissant comme ça.
en plus d'être toujours très sympathique et très ouvert d'esprit et accueillant. Ça fait partie des critères de sélection, la sympathie chez les professeurs. Pas vraiment, mais peut-être ça vient naturellement, je ne sais pas. Non, on peut rajouter aussi le fait que le campus est de taille relativement limitée, puisque on est une école, on a 350 étudiants, si on regarde, hors les doctorants, parce que les doctorants, il y a encore une centaine d'étudiants en plus, mais au niveau master, post-master, ingé, double diplôme, 350 étudiants. Donc c'est quand même une taille manageable. Et on essaye aussi de pouvoir les aider un peu dans la vie de tous les jours. Donc, alors les Français, ils connaissent relativement bien l'environnement, sauf les gens qui arrivent de loin. Mais souvent, on les aide à trouver des logements, ouvrir leur compte en banque, un peu pour le transport. Des fois, on vient les chercher à l'aéroport le premier jour, quand ils viennent de l'étranger. Alors, ils sont un peu aux petits oignons. Ouais. Bon, oui, si je peux revenir là-dessus. Bien sûr. Sur la taille de l'école, c'est vraiment une école avec une promo assez petite qui permet... ça permet qu'on se connaisse tous, on est très proche de l'administration, c'est-à-dire qu'aller voir l'administration, c'est un plaisir, contrairement à d'autres écoles, où l'administration est plus une grosse machine impénétrable, là c'est vraiment un plaisir, on discute, ouais. Etc. Et ça, c'est super, j'en suis très content aujourd'hui. Et je vois quand j'étais en prépa, les écoles, la petite promo, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur. Parce que je me disais, si je ne m'entends pas avec mes 50 personnes qui sont avec moi, t'es coincé. Je suis coincé pendant 3 ans avec eux, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc je comprends que ça peut faire peur aussi aux élèves, donc pareil, je veux démystifier ça et dire que ça se passe super bien et je suis vraiment content aujourd'hui d'être dans une petite promo parce que c'est vraiment une famille et on est vraiment bien et ça se passe bien pour tout le monde. Enfin, tout le monde. J'ai jamais eu de retour négatif là-dessus. Puis Sarah, bon, j'imagine que la question, tu as déjà partiellement répondu, mais peut-être que tu as envie d'étayer. Est-ce que la vie est plus ensoleillée quand on étudie dans le sud ? Oui. Non, mais carrément, oui. Moi, je viens de région parisienne. Donc, ça voilà. arrive. Ça arrive. Donc oui, il fait beau. Encore en novembre, on s'est encore baigné jusqu'à très tard. Donc oui, on profite. Encore dimanche. Encore dimanche, toi? J'ai pas osé. Moi, mais... j'ai arrêté depuis octobre. Ouais, ça fait longtemps que j'y suis, donc. Ouais. D'accord. Donc c'est très agréable. La vie est vraiment plus ensoleillée. Mettre plus le douce. maillot de bain sous les habits en allant en cours, ça fait rêver. Donc là, tu donnes des tuyaux aux futurs, à ceux de l'année prochaine. Ouais, mais c'est pas comme ça pour passer tout de suite. À la plage. Exactement, parfait. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on mette aussi un peu tout ça en image à travers le Qui suis-je. Trois personnalités que je vais vous présenter, à vous de me dire laquelle, selon vous, correspond le plus à Eurecom. Je vais vous les présenter d'abord dans les grandes lignes, et puis après, vous me direz pourquoi il ou elle fait partie ou serait un bon ambassadeur. Alors, on va commencer par peut-être le plus connu, je ne sais pas si c'est le plus connu d'ailleurs, tout à droite, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, Grisou, le petit prince pour ses fans. C'est un joueur de foot, vous le connaissez, je crois qu'il a délivré une passe décisive dernièrement. Bon, c'est pas vraiment pour ça que j'en parle, j'en parlais parce que c'est aussi une personne qui est engagée, lutte contre l'homophobie, en participant à un documentaire qui s'appelait Footballeurs et homo au cœur du tabou. C'est aussi le mouvement Black Lives Matter, où il dénonce des violences policières. C'est aussi il dénonce la politique de répression du peuple ouïghour en Chine. Il a notamment rompu son contrat publicitaire de premier plan avec Huawei, quand il a eu justement des doutes, qu'il y a eu des rumeurs. C'est aussi une personne très engagée. Voilà, c'est aussi, donc vous pouvez me parler de son jeu de foot ou de son engagement. De dos, tout à gauche, c'est Dorothy Dubuisson. Alors, elle est peut-être pas connue, mais je vais vous donner un peu son histoire. Elle a permis de réduire la durée de la Seconde Guerre mondiale de 2 ans. À une époque où les hommes combattaient sur le front, estimaient que l'informatique n'était qu'un travail de secrétaire. Donc là aussi, ça rejoindra peut-être cette dimension des femmes ingénieurs. Elles sont des centaines à s'être familiarisées avec les premiers supercalculateurs pour calculer les codes secrets nazis. Et Dorothée Dubuisson, qu'on voit de dos, et je vous dirai pourquoi on la voit de dos après, peut se targuer d'avoir été l'une des seules à avoir maîtrisé le Colossus, ce qui est cette machine-là qu'on voit comme ça dans le fond. Et donc le travail de cette Anglaise a directement contribué à la décision d'Eisenhower de programmer le débarquement. Celui-ci a déclaré plus tard que sans ce travail, la guerre aurait duré au moins 2 ans et plus. Voilà, Dorothy Dubuisson. Et alors on la voit de dos parce que c'est une femme qui est très réservée, très humble. C'est pas timide, mais en tout cas, ses petits-enfants disent d'elle, on ne savait pas, on ne connaissait pas son histoire jusqu'à ce que ce soit publié dans des documentaires. Donc il y a aussi une forme de grande humilité chez cette femme, et d'ailleurs, impossible de trouver une photo d'elle, sauf celle-ci. Et puis, au centre, James Bond. Alors, James Bond, je ne vais pas forcément vous décrire ses exploits et ce qu'il a fait, vous le connaissez, cet homme qui veut sauver le monde, l'humanité, tout en avec une forme de respect aussi.
Je l'ai choisi parce qu'il avait toujours un costume sur mesure et que le parcours de Eurecom, est sur mesure aussi et personnalisé. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Celui-là, je vous donne la réponse. Pour les deux autres, je voulais choisir. Sarah, quel personnage tu vas choisir? Alors, je vais prendre Antoine Griezmann. Allons-y. Grisou. Alors, tu parlais du fait qu'il était très engagé et dans la tolérance, etc. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui est intrinsèque à Eurecom. On est mélangé avec tellement de cultures qu'on peut être que tolérant et ouvert d'esprit. On en apprend, on casse les clichés. Et puis c'est souvent marrant quand on fait la discussion de vous penser, c'était quoi le cliché sur les Français avant, et puis voilà. Et autre chose, il fait du foot. Et il y a un club de foot à Eurecom avec un terrain de foot face à la mer qui est très très beau. Donc voilà. Très bien, merci pour ce partage, ce témoignage, ce choix. Benjamin, alors ou bien tu reprends Antoine Griezmann, ou alors tu prends un autre ou une autre, à toi de voir. Madame Dubuisson, c'est ça? Exactement, Dorothy Dubuisson. Dorothy Dubuisson. Bravo. Duboisson, pardon. Pardon, Duboisson. Moi, j'aurais tendance à dire Dorothy Duboisson, pour le côté vraiment d'Eurecom à la pointe de la recherche. C'est-à-dire qu'avec tout, comme on a déjà parlé, les enseignants-chercheurs qui sont à la pointe dans leur domaine et qui arrivent à inculquer ça aux élèves, à inculquer une certaine passion à travers leurs cours, à travers leurs échanges avec les élèves. Et voilà, Eurecom, on se sent vraiment, enfin personnellement, je le sens vraiment dans cet univers vraiment de recherche de pointe, et ça me donne vraiment envie, moi qui n'étais pas persuadé, qui n'avait pas cette affiliation à la recherche avant, de peut-être me tourner vers la recherche plus tard. Merci. Alors, la femme ingénieure tout à droite, c'est Elsie Booker. Je la cite parce que, comme on la voit, c'est aussi important de le dire, mais voilà la machine qu'elle a décryptée et notamment qui est aussi aux prémices de l'ordinateur actuel, et que ça s'inspire aussi directement donc, du numérique. David, ça ne laisse pas beaucoup le choix. Ou bien vous partez sur James Bond et son costume sur mesure, ou vous partez sur quelqu'un d'autre. Je sais pas, James Bond. Allons-y, James Bond. Alors pourquoi James Bond? Il faut montrer l'image. Voilà, oui, il faut montrer l'image. C'est beaucoup plus inspirant tout de suite. Je sais pas, on a peut-être le même âge, non? Je sais pas. Hein, le même âge que l'acteur. Et moi. Ah, d'accord. Après, avec Eurecom, je sais pas, peut-être déjà la langue anglaise. Les cours en anglais, bon, c'est un peu facile. Après, moi, dimension internationale. Oui, voilà, je suis un grand fan des films de James Bond. Pas tous, mais certains, je suis assez grand fan. Et en général, ça voyage partout. Il y a des aventures, le côté international. Et ça, on retrouve vraiment ça dans les parcours des profs, mais aussi des étudiants d'Eurecom. Donc, ouais, cette envie d'aventure, je pense que c'est... et puis, Eurecom, c'est aussi une aventure. C'est un peu... une trentaine d'années, c'est quand même jeune pour une école d'ingénieur. Donc, c'est encore une aventure. Et voilà. Je me retrouve bien dans ce personnage. Parfait. Pour Antoine Griezmann, c'était justement, il est dans sa 31e année, et donc c'était aussi l'âge d'Eurecom. C'est pour ça que j'avais choisi Antoine Griezmann. Dorothy, c'était le côté femme à Eurecom, notamment avec 36%, ce qui est justement, voilà, on a pris bien conscience de la valeur des femmes ingénieures. Le côté anglaise, modestie, égalité homme-femme aussi, qui est un vrai sujet à Eurecom, qui est incarné par cette femme également. Et puis, pour James Bond, j'avais déjà donné des astuces. Voilà, merci à tous les trois de prêter à cet exercice et passons tout de suite, sans plus attendre, à la rubrique et après. David, le forum entreprise Eurecom, comment ça marche? Est-ce que ça marche? Du tonnerre. On a dû refuser du monde cette année. Ah oui. Ah oui. Il y a eu trop d'entreprises qui voulaient venir présenter. On a essayé de découper le temps en intervalles plus courts pour qu'ils puissent vraiment... en général, ils viennent présenter en amphi. Ce n'est pas juste des stands, donc on veut qu'ils s'adressent à tous les étudiants, donc il faut qu'ils puissent tous présenter en quelques minutes. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on invite souvent des anciens d'Eurecom qui ont rejoint des sociétés, souvent des grands noms du numérique, mais pas toujours. Il y a aussi des startups, il y a des laboratoires de recherche, et qui viennent à la fois présenter leur boîte, mais aussi un peu leur parcours implicitement. Et ça, c'est super intéressant pour les étudiants d'assister à ces présentations aussi pour moi. Ouais, donc ça marche super bien. Il faut juste qu'on trouve un moyen d'accueillir plus de sociétés l'année prochaine, quoi. Il y a une demande absolument phénoménale, mais on le sait tous, hein, dans tout ce qui est les métiers du numérique.
Et il faut qu'on délivre, il faut qu'on ait plus d'espace. Est-ce que ça veut dire que Sarah, en première année, a déjà un métier à la sortie avant même d'avoir fini ses 3 années? C'est une vraie question. Je dirais pas ça, mais je pense qu'en cours de 3e année, elle aura signé son contrat, ça c'est sûr. Ouais. Si Oui, je peux, bien sûr. ce qui me plaisait, ce qui reflétait un peu mon ego au forum des entreprises, c'est-à-dire qu'on s'assoit, tous les étudiants s'assoient dans l'amphi, et les entreprises sont là, elles doivent présenter en temps limité, c'est-à-dire qu'ils ont 3 minutes pour présenter, et au bout de 3 minutes, on les coupe. C'est-à-dire que c'est vraiment les entreprises qui se plient en 4 pour venir pitcher aux étudiants, et donc on se sent un petit peu, recherché, et ça fait du bien. On se sent valorisé, ça fait du bien. Ouais. Alors, tu en as beaucoup parlé, Benjamin. Une recherche menée au niveau mondial, l'excellence de la recherche menée à Eurecom a été récompensée par 3 ERC en 3 ans, qui est des bourses du Conseil européen pour la recherche les plus élevées d'Europe. Est-ce qu'on peut poursuivre dans la recherche à la fin de son diplôme, David? Et est-ce que beaucoup d'étudiants font ce choix? Et ceux qui ne le font pas, où vont-ils? Oui, aux 2 questions. Il y a énormément d'opportunités. Donc, Eurecom a remporté un nombre assez impressionnant de contrats de recherche. Il y a les ERC, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les projets européens en collaboration avec d'autres universités européennes. Et puis, on a aussi beaucoup de projets industriels. Demain, je vais assister à un événement en collaboration avec un leader des télécoms. On fait un workshop en commun. À chaque fois qu'on fait un projet, il y a des bourses de doctorat, donc il y a la possibilité d'embaucher, de trouver une thèse après son diplôme. Oui, il y a des étudiants d'Eurecom qui restent en thèse, pas tous, hein, il y en a beaucoup qui préfèrent aller dans l'industrie, c'est vrai. Et puis nous on recrute les meilleurs, donc il y a ceux d'Eurecom, puis il y a les meilleurs de toutes les autres universités d'Europe et d'ailleurs qui sont en compétition sur ces postes. Mais oui, certains restent absolument. Sarah, si tu pouvais te donner, rétrospectivement, si tu peux te donner un conseil avant la rentrée, alors ça fait que quelques mois, mais si tu pouvais remonter dans le temps et te donner un conseil, alors à part mettre un maillot de bain avant de rentrer en cours pour pouvoir ensuite profiter plus rapidement de tous les avantages de la localisation, quel conseil tu te donnerais? Alors, tu es secrétaire au BDE, tu as déjà un engagement de volet, tu vas pouvoir multiplier 3 demi-journées par semaine qui sont consacrées notamment à la confection d'un programme pour aider son prochain, ce qui doit être aussi très gratifiant, le jeudi après-midi. On a parlé de tout ça, mais quel conseil t'aimerais te donner aujourd'hui où tu te dis, voilà, si j'avais reçu ce conseil, j'aurais profité encore plus de ces premiers mois? Alors, je vais commencer en disant que souvent quand on est en prépa, on pense qu'on va aller en école d'ingé et qu'on va un peu lever le pied, qu'on sera plus autant challengé que comme on l'était en prépa. Eurecom, c'est l'inverse et c'est une bonne chose parce qu'on est vraiment challengé. L'informatique, c'est pas une discipline facile, mais pas une discipline facile, donc on est quand même challengé et ça fait beaucoup de bien. Et du coup, le conseil que je m'aurais donné plus tôt, ce serait de continuer à bosser, peut-être m'avancer un peu pour être au top et justement garder encore plus de temps libre pour la vie extrascolaire. Très bien, ne pas oublier de travailler, c'est un conseil très noble. David, 1 an que vous êtes désormais le nouveau directeur de l'école. Presque. Presque. Est-ce que le job vous plaît? Je kiffe. Grave. Non, c'est intéressant, c'est super. C'est un beau challenge. Quel regard vous portez sur vos étudiants? Vous en avez déjà un peu parlé. Et quel premier bilan vous faites? J'ai un contact assez proche avec les étudiants. On n'est pas très nombreux, donc là, on vient de recruter une 40aine d'étudiants du concours. J'ai eu la chance d'être invité au week-end d'intégration, donc j'ai fait du canyoning avec eux. Canyoning ensemble. J'ai fait de l'escalade, donc j'ai un contact assez proche et ils savent qu'ils peuvent venir à tout moment dans mon bureau, quasiment. En tout cas, j'ai une politique de porte ouverte par rapport aux étudiants. Et on débute, il faut dire que sur le concours CMT, c'est notre 2e année. Donc, ça fait 30 ans qu'on existe. On recrutait auparavant des étudiants qui passaient par Télécom Paris, Télécom Sud Paris, MT Atlantique. Mais là, on est en direct maintenant. On permet aux élèves de prépa d'accéder directement. Et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'ils soient heureux d'être là. Et il faut que ça se sache, quoi. Donc, moi, c'est aussi mon objectif, c'est qu'il y ait un certain bien-vivre sur le campus, qu'ils soient bien formés, mais qu'ils soient aussi contents d'être là. En plus de l'excellence académique qui est dispensée toute l'année, bien évidemment. Et puis une dernière question pour toi, avant d'enchaîner sur le temps additionnel.
ta partie préférée? Alors, c'est très subjectif, je sais que ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas bien, mais j'aime quand même bien aussi poser cette question-là, ça donne un peu de concret et de matière, de se dire, bah voilà, tu as traversé ces 3 années, tu n'as pas fini, hein. Et à date, quel est l'événement le plus marquant pour toi, Eurecom? Ce qui vraiment m'a plu, le coup de cœur d'Eurecom, c'est, encore une fois, l'internationalité, la culture. Je trouvais que c'était, comme David disait, c'était vraiment une aventure culturelle. Et j'ai vraiment, vraiment adoré cette vie sociale, cette vie étudiante, remplie de rencontres de tout horizon. Ouais, c'était vraiment ça ça m'a vraiment transformé. Ça m'a vraiment. Aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place parmi cette richesse culturelle et ouais, je me sens très riche de ça. Merci. Donc, plus qu'un métier, vous apprendrez aussi à les autres cultures, à communiquer les uns avec les autres, avec bien sûr des valeurs. Mais avant cela, avant de se dire le mot de la fin, pardon, passons tout de suite au temps additionnel. Le temps additionnel, c'est 2 minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir exprimer une chose qui n'a peut-être pas encore été dite, une chose qu'on a déjà dite, la dimension internationale qui est vraiment très importante, très présente, ou à l'inverse, peut-être une troisième, enfin l'inverse je ne sais pas, mais en tout cas une troisième option qu'on va découvrir avec votre conclusion. Sarah, je vais te laisser commencer. Quelle est ta conclusion? Quel est un élément que tu veux rajouter? Alors ça va rebondir un peu sur ce qui s'était dit à Eurecom. Enfin, je pense que toutes les écoles vantent le fait qu'ils sont accessibles, l'administration est cool, etc. Mais Eurecom, plus que des paroles, ça a été vraiment des actes. J'ai l'impression qu'il y a comme une politique de mon bureau est ouvert, on peut venir n'importe quand. Encore récemment, comme tu as dit, c'est un vrai plaisir de passer voir l'administration. La semaine dernière, on a fait une petite surprise à Alexia pour son anniversaire. Donc, Alexia, la chargée de vie étudiante. Donc ouais, la proximité avec les professeurs, etc., ou les chercheurs ou les chargés de projet, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir et qu'on connaisse nos prénoms déjà super tôt, surtout pour nous qui venons d'arriver. On est un peu chouchoutés à Eurecom et ça fait plaisir. Très bien, on fait même des cadeaux à l'administration, on s'entend bien avec eux, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Merci pour ce complément d'information. Benjamin, quelle est ta conclusion? Ma conclusion, c'est que tout le monde dit oui, je suis bien dans mon école, c'est la meilleure école. Et moi, je dis, je suis bien dans mon école et je pense que, je sais pas si c'est la meilleure école, mais je suis vraiment très heureux d'être là et je le pense vraiment, quoi. J'ai une démarche sincère. Quand je vais au forum de prépa pour présenter, pour vendre mon école, j'y vais avec bon cœur, j'y vais parce que j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. J'ai vraiment envie que les gens viennent ici et se sentent bien à Eurecom et j'ai envie de faire connaître ce bonheur par lequel je passe aujourd'hui. D'accord, il faut comprendre que l'excellence passe aussi par l'extérieur du périphérique. C'est ça, David? Ben déjà, je voudrais remercier Sarah et Benjamin pour leur témoignage. Je trouvais ça assez intéressant. Et puis, je voudrais m'adresser aux prochains étudiants qui vont passer le prochain concours pour leur souhaiter bon courage. Et puis, je voudrais aussi leur donner ces conseils de rester curieux, de vraiment regarder les options qui s'offrent à eux. Pas regarder que les histoires de classement. C'est bien, bon, j'ai parlé du classement de Shanghai, mais il faut vraiment voir ce que peut apporter la formation et aussi, je pense, l'aspect effectivement vie culturelle, c'est assez important et formateur. Et puis j'ai aussi une pensée pour certains élèves de prépa qui sont dans une filière qui vient de s'ouvrir, c'est la filière MPI, maths, physique, informatique. C'est intéressant parce que ce sont des gens qui, forcément, qui prennent un risque quelque part parce qu'ils voilà, ils s'engagent dans une filière qui est en cours de test. Et Eurecom est vraiment aligné par rapport aux objectifs de cette filière. Je voulais le signaler, puisque on travaille sur les bases de la cybersécurité, de l'IA, des réseaux. C'est que ça reste quand même des maths appliquées, de l'informatique. Donc c'est vraiment une filière qui est particulièrement adaptée par rapport à la formation qu'on offre à Eurecom. Donc c'est vraiment fait pour eux. Et pour le coup, on va ouvrir une part assez substantielle de nos places vers cette filière-là. Il y a 20% environ de nos places. Donc je leur dis, voilà, je donne le conseil d'être curieux, de regarder et de choisir une école qui sera adaptée à leurs souhaits. Si je peux rebondir là-dessus. C'est-à-dire que je pense que ça parlera du coup aux étudiants de MPI qui ont choisi la filière MPI parce qu'ils sont
passionnés par l'informatique, qui avaient envie de me donner le plus grosse part d'informatique à leur cursus en prépa. Et c'était mon cas, j'étais très vite passionné d'informatique. Si j'avais été en prépa à l'heure des filières MPI, j'aurais choisi MPI. Et j'ai aussi, la deuxième raison de mon choix de Eureka, c'était pour la passion d'informatique. J'avais envie d'une école où on puisse ressentir cette passion, cette envie d'excellence, cette envie d'apprendre. Et ça, je le retrouve vraiment à Eureka. C'est-à-dire qu'on va voir les profs, on sent la passion, on parle avec les autres élèves, les élèves sont intéressés, sont passionnés par ce qu'ils font. Et moi, c'est un milieu dans lequel je me sens à ma place, quoi. Je me sens challengé, comme Sarah a dit, et à ma place. Merci Benjamin, merci Sarah, merci David, merci à tous les trois pour participer à cette émission. J'avais ouvert cette émission en citant les mots du directeur et je propose de conclure en citant aussi les mots du directeur. En intégrant Eurecom, vous rejoignez une communauté internationale d'esprits brillants et passionnés qui inventeront la société numérique de demain. Si ce programme vous séduit, c'est Eurecom. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.